Bonjour, je vous propose aujourd'hui à la dégustation le moulin de Château-La Lagune en millésime 2017. Il y a environ un an, je me suis rendu sur place donc au Château-La Lagune, commune de Ludon en Haut-Médoc, assez proche de la ville de Bordeaux. J'y ai goûté le grand vin en 2015 et donc cette bouteille, comme aujourd'hui, moulin de la Lagune en 2017, et j'ai trouvé que les deux vins étaient dans leur genre tout à fait satisfaisants. Bon, pour le Lagune 2015, c'était pas vraiment une surprise. En revanche, pour celui-ci, c'en était une. Pourquoi? Parce que le millésime 2017 n'est pas forcément éblouissant à Bordeaux, et surtout irrégulier, notamment à cause des gelées printanières. Donc, j'ai goûté ça avec, je dirais, circonscription, avec, comment dire, j'étais pas très convaincu. Et puis finalement, je reconnais que c'est réussi. Je vous précise donc que l'étiquette a changé à peu près à ce millésime ou un peu avant, qui a été dessinée par une des sœurs de Caroline Frey. Et donc, ils insistent au château sur l'expression moulin du château de la Lagune. Ça renvoie, si vous voulez, aux polémiques des deuxième et troisième vins dont j'ai eu l'occasion plus d'une fois de vous parler. Avec notamment l'affaire du blanc de Mocaillou qui a fait l'objet d'un procès. Et donc, Mocaillou a été condamné pour mention trompeuse, pas pour fraude. C'est tout le problème à Bordeaux où ils ont tendance un peu à charcuter tout ça. Et d'ailleurs, au Château de la Lagune, ils ne m'ont absolument pas parlé de leur troisième vin avec beaucoup de guillemets, car ce n'est pas un troisième vin, le Haut-Médoc Mademoiselle L. Je me demande d'ailleurs s'ils vont continuer à le produire sous ce nom-là, je n'en sais rien avec tout ce qui se passe dans la famille, je vais vous expliquer ça. En vous rappelant donc que ce Haut-Médoc Mademoiselle L vient d'un autre terroir, en Haut-Médoc, beaucoup plus au nord, sur la commune de Cussac. Bref, revenons donc à ce moulin de la Lagune. 2017, ça fait 8 ans, il devrait être tout à fait agréable à goûter. C'est un assemblage à peu près 50-50, Merlot et Cabernet Sauvignon. D'autre part, Caroline Frey, à peu près donc au printemps dernier, a eu des gros problèmes de santé et a pris une décision assez radicale. Elle a renoncé à ses activités sur les vignobles français et s'est retirée en Suisse où elle vit pour s'occuper de quelques vignes qu'elle a achetées là-bas. Autrement dit, son père, Jean-Jacques Frey, est obligé de rebattre les cartes parce que quand même, Caroline Frey avait beaucoup de responsabilités, outre Château-La Lagune naturellement. Il y a la maison Jaboulet qui pèse lourd en Vallée du Rhône, et plus au nord, en Bourgogne, le château Corton C. Que va faire Jean-Jacques Frey? Je pense qu'il va conserver ce patrimoine qui est quand même très intéressant. Caroline a deux sœurs, une s'occupe donc de plutôt marketing commercial, administratif dans les domaines, et une autre qui est dans une autre branche qui n'a rien à voir avec le vin. Il est bien évident que pour Château-La Lagune, on peut recruter aujourd'hui à Bordeaux des directeurs ou des directrices techniques de haut niveau. Ce n'est pas vraiment le souci. Simplement à La Lagune, si vous voulez, Caroline Frey avait poussé très loin le bio et la biodynamie, donc il faut trouver quelqu'un qui a les compétences et l'envie de poursuivre sur cette voie. À Jaboulet, une partie du domaine était en bio, mais c'était plus compliqué puisqu'il y avait des achats de raisins. Et à Corton C aussi, c'est un travail à poursuivre. Que va faire donc Jean-Jacques Frey, j'en sais rien. Je pense qu'il va essayer de tout garder parce que c'est des investissements de très haut niveau. Notamment d'ailleurs sur ce petit domaine Corton C, petit par rapport au domaine bordelais, parce que le prix du foncier en Bourgogne devient absolument délirant. LVMH a récemment acheté toutes petites surfaces sur un grand cru de Peligny-Morachet. Ça ramène à des prix à l'hectare délirants, c'est-à-dire bien supérieurs au premier cru du Médoc, par exemple, en rouge. C'est vous dire. Nous allons donc goûter ce moulin de la Lagune. Et puis après, je vous parlerai de l'appellation Médoc Blanc qui vient d'être officialisée cet été. Goûtons déjà ce moulin de la Lagune.
Comme vous le voyez, la robe commence à se tuiler, avec un nez intense immédiat. Le vin est un peu trouble. Il est très intense. Un ensemble de fruits rouges, un peu difficile à différencier. On est quand même plus sur la framboise. Les subtils de réglisse, de rose rouge. Les notes florales sont intenses, extrêmement plaisantes. Le vin est encore bien tannique, hein. Il n'est pas encore à son apogée, ce qui est assez remarquable pour un millésime intermédiaire et pour un second vin. La finesse est tout à fait satisfaisante et puis surtout il faut ramener ça au prix, hein. J'ai trouvé ça un peu par hasard dans une petite supérette Spar par chez moi à 18 €. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très bien placé. Ce qui est loin d'être toujours le cas avec les seconds vins. Parlons maintenant un peu de cette appellation Médoc Blanc qui a donc été officialisée cet été. Alors donc là, qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges? On va retrouver naturellement les cépages tout à fait classiques de Bordeaux, hein. Sauvignon, Sauvignon gris, Sémillon et Muscadelle. Alors vous me direz que c'est pas très révolutionnaire là-dedans. Eh bien, il faut quand même dire qu'on va y rajouter, c'est autorisé, des VIFA, c'est-à-dire variétés d'intérêt à fin d'adaptation. Je vous avais déjà parlé de ça. En fait, c'est une ouverture de la législation des AOP qui commence à ressembler furieusement à celle des IGP. Ces variétés, donc, sont en espèce de test à grande échelle, quoi. Pour voir un peu ce que ça donne, avec toujours deux objectifs, lutter contre le réchauffement climatique et contre les maladies assez classiques comme mildiou et bien sûr les autres. Et donc là, il faut rechercher des variétés qui sont adaptées à ce problème. Mildiou et oïdium, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces VIFA? Eh bien, il y a un cépage qui vient du Portugal et d'autres, c'est des croisements ou des cépages hybrides qui ont été mis au point par l'INAO et parfois d'ailleurs depuis longtemps, depuis les années 50, mais qui ont été écartés parce qu'à l'époque, ils faisaient grise mine, si vous voulez, par rapport aux cépages classiques et surtout, on ne se heurtait pas aux problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Alors, donc c'est très précis, hein. Ces cépages, donc ces VIFA, sont limités à 5% de l'encépagement et à 10% de l'assemblage. Alors on dirait pourquoi 5 et 10? Eh bien, c'est parce que suivant le millésime et les conditions climatiques, si vous voulez, on peut très bien, à partir d'une proportion théorique de 5%, être amené à les mettre en proportion beaucoup plus élevée parce que les autres cépages ont morflé, comme on dit. Et donc on va voir, si vous voulez, au fil des années, ce que ça donne. Donc ces VIFA commencent à se généraliser dans toutes les appellations, ça ouvre des portes et en fait, finalement, on ne sait pas trop ce que ça va donner, hein. C'est un côté expérimental. En revanche, pour les propriétaires dans la région qui ont déjà testé les cépages chardonnay ou chenin, par exemple, ils ne peuvent pas, en l'état actuel des choses, revendiquer l'appellation Médoc Blanc et donc se limiter à l'appellation vin de France. Qu'est-ce que ça va donner au niveau commercial? C'est un peu un point d'interrogation, même s'il existe déjà une production de blanc en Médoc. Là aussi, le problème, c'est comment vont réagir les importateurs. Et puis, d'une manière générale, si vous voulez, tous ces vins blancs, c'est bien gentil, mais du coup, ils vont se retrouver en concurrence avec les vins blancs qui existent déjà dans notre pays. Donc, ce n'est pas forcément la panacée, mais d'un autre côté, on comprend qu'il faut bouger et aller de l'avant. Voilà. À bientôt.